Depuis ce matin, la première réunion du comité de pilotage du processus pour le lancement de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Vous aurez les échos dès le début de ce journal. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur était ce matin en visite sur les différents chantiers en construction à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Pendant ce temps, le ministre d'État à la présidence et président du comité interministériel de l'organisation de la fête tournante du 18 décembre a pour sa part entrepris une visite sur les chantiers en construction de la commune urbaine de Dosso. Les échos dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes sur la toute première chaîne de télévision H24 du Niger et vous faites bien d'ailleurs. Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information. La première réunion du comité de pilotage du processus pour le lancement de l'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption a ouvert ses travaux ce matin à Niamey, organisée par la haute autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. La rencontre vise à restaurer et consolider la crédibilité ainsi que l'efficacité des institutions de l'État pour le développement économique et social du Niger. Aïssa Ibrahim. Cette cérémonie de lancement est la dernière ligne droite du processus d'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre la corruption dont le Niger veut se doter. Une stratégie nationale qui constitue une étape importante pour les autorités dans le combat qu'elles mènent contre ce fléau qu'est la corruption. Vous avez été choisi pour être membre du comité de pilotage, une sorte de haut niveau exécutif pour concevoir et doter le Niger d'un cadre stratégique de lutte contre la corruption. De votre présence, je me réjouis à plus d'un titre. D'abord au regard de la tâche, de l'importance de la tâche à laquelle nous vous invitons. Ensuite, pour le label attendu du document final et où vos qualités intrinsèques de Nigérien, soucieux de son devenir ou plutôt de son développement, bien au fait de ces réalités, sont mises à contribution pour apporter votre expertise et faire de cette stratégie un document à la hauteur de nos attentes. Pour l'élaboration de la stratégie, les concepteurs ont fait un diagnostic basé sur une recherche documentaire et une collecte de données primaires qui ont permis de cerner les grands traits de la problématique de la corruption au Niger. L'enjeu de la rencontre de ce matin, elle est en lien avec le document de stratégie de lutte contre la corruption qui est travaillé, qui est proposé pour permettre donc de fixer la démarche qui doit permettre à la Halcyon de s'engager vers ce qui était attendu d'elle en tant qu'institution qui était normalement prévue pour travailler à évaluer la mise en œuvre du programme gouvernemental de lutte contre la corruption. Il se trouve que ce programme, malheureusement, n'existe pas ou n'a pas existé et qu'il faut absolument le refaire. Il faut faire en sorte que l'ensemble de l'expérience vécue de toutes ces initiatives engagées de lutte contre la corruption dans notre pays puisse maintenant se mettre dans une démarche stratégique qui doit permettre désormais de circonscrire l'approche et d'identifier les axes d'action pour que, comme il est indiqué en termes de travail, c'est l'ensemble de tout ce qui concerne la corruption et les infractions assimilées à la corruption. Il fallait donc trouver une démarche pour s'entendre sur le concept, les différents concepts, de telle manière qu'on puisse parler le même langage pour que les uns et les autres soient dans la position de comprendre la démarche qui est envisagée et que les attentes globales de notre pays, j'allais dire de notre peuple, sur la nécessité de s'en prendre à ce fléau qu'est la corruption et les infractions assimilées au regard des conséquences dramatiques. Le processus de l'élaboration de la présente stratégie fut long et fastidieux, mais riche d'enseignements. Dans sa conception, il a été privilégié l'aspect participatif et itératif ayant impliqué plusieurs acteurs aussi bien au niveau central que décentralisé. Cela a permis de prendre en compte les perceptions et les préoccupations des uns et des autres. Je le disais également en titre, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
entrepris ce matin une visite sur les chantiers en construction à l'université Abdou Moumouni de Niamey. L'objectif étant de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le compte-rendu de Taïro Amadou et Ibrahimidi. Là, donc on va voir mon troisième là. Par cette visite, le ministre des Enseignements supérieurs veut s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction des salles de cours et des amphithéâtres à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Partout où il est passé, le ministre a reçu d'amples explications sur les matériaux de construction utilisés et surtout sur les délais impartis. Au vu du niveau d'exécution des travaux, le ministre se dit satisfait. Vous avez vu que pratiquement toute l'université est en chantier avec la construction de moins 2 amphithéâtres, plus celui-là là, sur lequel nous sommes, l'amphithéâtre Kyoto, qui est pratiquement en finition. Vous avez aussi vu les salles de classe qui sont en train d'être construites. Donc nous pouvons considérer qu'en réalité tout ce que nous avons eu à lancer comme marché, de construction tout comme de réhabilitation, est pratiquement en cours et que nous sortons pratiquement satisfaits de ce que nous avons déjà eu à voir jusqu'à là. Selon le vice-recteur de l'université Abdou Moumouni, ces infrastructures, une fois réceptionnées, permettront de résoudre l'épineux problème lié au manque d'infrastructures universitaires. On peut dire aujourd'hui que l'université Abdou Moumouni est un chantier. On a visité avec vous des salles de cours, des salles d'amphithéâtre, des chantiers de laboratoire. C'est des infrastructures qui, une fois terminées, vont beaucoup contribuer à la résolution de nos problèmes de capacité. On a de gros problèmes de capacité d'accueil des étudiants, capacité en termes de salles de cours et aussi en termes de laboratoire de pratique. Une fois ces chantiers terminés, des chantiers, comme vous l'avez constaté, qui ont beaucoup de problèmes de retard, mais je crois qu'avec l'engagement du ministre, tout sera au point et cela va contribuer à la résolution de nos problèmes de capacité d'accueil. Le ministre a mis à profit cette sortie pour visiter le Centre national des œuvres universitaires où des bâtiments sont en train d'être réfectionnés. La nouvelle salle de projection pour les étudiants, la salle informatique pour les recherches, la cuisine et le restaurant universitaire ont également reçu le ministre des Enseignements supérieurs. Ainsi, les autorités entendent mettre tout en œuvre pour assurer une bonne année universitaire. Pour sa part, le ministre d'État à la présidence et président du comité interministériel de l'organisation de la fête tournante du 18 décembre a entrepris une visite d'inspection de 48 heures sur les différents sites en construction dans la commune urbaine de Dosso. Il s'agit pour le ministre conseiller à la présidence d'aller constater l'état d'avancement des travaux sur les différents chantiers. Aussi Abdraman. Accompagné par le ministre de la Communication et le ministre de l'Équipement sur les chantiers en construction de la fête tournante du 18 décembre qui se tiendra à Dosso, le ministre d'État à la présidence et président du comité interministériel de l'organisation de la fête du 18 décembre a effectué une visite de 48 heures sur les 10 chantiers. De la cité de la Renaissance où il a entamé ses visites aux différents CSI de la cité légendaire des Jarmakoy, en passant par la case de passage présidentielle, la tribune officielle, le stade régional, l'arène de lutte traditionnelle, la maison de la culture et les infrastructures au sein des camps militaires. Les travaux sont sur certains chantiers en voie de finition, très avancés sur d'autres et passables sur la plupart des chantiers. La délégation ministérielle se dit satisfaite du niveau de réalisation de ces travaux, nous confirme le ministre de la Communication. Dans le point de presse qu'il a animé après sa visite de terrain, le ministre d'État se dit rassuré de la réception de ces chantiers dans le délai requis. Un chantier, tant que vous n'avez pas remis les clés à celui qui vous a mandaté de le réaliser, vous ne pouvez pas dire toujours que vous êtes satisfait, mais au vu de l'évolution actuelle, je pense qu'il y a eu des efforts énormes qui ont été faits. Et vraiment, pour l'apprécier, il faut avoir suivi ces chantiers depuis leur implantation jusqu'au jour d'aujourd'hui. Évidemment, les chantiers, comme j'ai à le dire à plusieurs reprises, ne vont pas toujours au même rythme parce que les capacités des entreprises ne sont pas les mêmes et leur technicité, leur expérience n'est pas la même. Mais le plus important,
c'est de voir le terme de ces réalisations d'une part, d'autre part aussi que ces infrastructures soient réalisées dans les règles de l'art. De mémoire de Dossolet, la région n'a une fois bénéficié de tels investissements. Des travaux de mutation qui auront pour conséquence positive l'amélioration des conditions sociales et la transformation de Dosso en pôle d'attraction économique important. Depuis ce matin au palais de congrès de Niamey, des travaux de la 61e session du comité de liaison de la route transsaharienne regroupant 6 pays de la sous-région. Initiée par le ministère en charge de l'équipement, la rencontre a vu la présence du ministre en charge du plan et son homologue en charge de l'urbanisme et du logement, Murtala Zubeyr. Pour cette 61e session du comité de liaison de la route transsaharienne qui réunit 6 pays, à savoir l'Algérie, le Mali, le Nigeria, le Niger, le Tchad et la Tunisie, des travaux qui devraient permettre aux participants des pays membres de faire l'état des lieux des grandes routes de ces pays, mais aussi d'échanger sur la possibilité de construction d'autres grandes routes de liaison entre ces États. La session que nous tenons au Niger est importante parce qu'elle se situe à un moment fort. C'est un moment fort d'abord parce que nous avons réussi à mobiliser les fonds pour ce qui est du Niger pour financer la dernière section sur l'axe Alger-Lagos. La dernière section se situe au Niger et le directeur général des routes qui est à côté de moi sait que nous parlons de 225 km. C'est très important parce que Alger-Lagos, c'est le lien entre le Maghreb et les pays du Sahel. C'est un rêve, c'est une victoire, c'est la démonstration de la capacité des pays à travailler ensemble. Actuellement, tous les approvisionnements viennent des ports maritimes situés au golfe de Guinée. Donc aussitôt la section du nord Arlit-Assamaka achevée, c'est l'ouverture d'un corridor qui va concurrencer les corridors du sud. Et qui dit concurrence dit donc le choix du client. Ce qui veut dire qu'il y aura une baisse du coût de transport. On aura vraiment la possibilité d'importer par le nord et le coût de transport va faire certainement baisser. Le ministre de l'Équipement procédant à l'ouverture des travaux de cette 61e session du comité de liaison de la route transsaharienne, après avoir souhaité la cordiale bienvenue à tous les participants, a brossé la situation des grandes routes de liaison du Niger. Pays charnière entre le Maghreb et l'Afrique au sud du Sahara, le Niger accorde une grande importance à l'avènement intégral de la route transsaharienne. Grâce à la volonté des pays membres et des partenaires au développement, le projet de la route transsaharienne est aujourd'hui en train de prendre forme. Aussi, avec le bitumage de la section Arlit-Assamaka, dont le processus d'acquisition est quasiment à terme, la dorsale Alger-Lagos sera entièrement revêtue sur toute la traversée de notre pays. Il y a lieu cependant de noter qu'avec l'état de dégradation avancée de certaines sections, la gestion d'entretien est d'actualité. C'est pourquoi les études de réhabilitation ont été menées sur la section Agadez-Zender grâce à l'appui du Fonds européen de développement. Sur le financement du même bailleur, la section Zender-Magaria frontière du Nigeria sera bientôt en chantier. Quant à la branche tchadienne, elle est en chantier sur la section Zender-Gidmouni, Difa-Ngigimi et Ngigimi frontière Tchad, qui reste le seul tronçon à l'état de piste côté Niger. 2 jours durant, les participants à cette 61e session du comité de liaison de la route transsaharienne vont échanger sur plusieurs sujets ayant trait à la situation de la route transsaharienne, facteur d'un développement durable pour tous les pays africains. Cérémonie de lancement ce matin au palais de congrès de Niamey du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, un atelier qui vise à renforcer les capacités pour mieux lutter efficacement contre ces catastrophes. Hervé Alali. Le réchauffement climatique, la forte variabilité interannuelle
des fortes précipitations, voilà entre autres les facteurs qui contribuent à l'augmentation des risques de catastrophe au Niger. Pour juguler ces risques de catastrophe, la conjugaison des efforts serait normale, d'où l'initiative d'un atelier pour lancer un projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain PGRC-UD. Cet atelier vise à trouver des voies et moyens afin de faire face aux risques causés par ces catastrophes. Prenant la parole, le gouverneur de la région de Niamey se réjouit du choix porté sur son entité administrative pour abriter les travaux du lancement de ce projet. Permettez-moi tout d'abord, au nom des populations de la région de Niamey, de souhaiter la chaleureuse bienvenue aux différentes délégations ici présentes, tout en me réjouissant du choix porté sur notre entité administrative pour abriter les travaux de cet important atelier de lancement du projet de gestion des risques de catastrophe et de développement urbain. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la région de Niamey, au même titre que les autres régions du pays, est constamment confrontée ces dernières années et de façon récurrente aux catastrophes naturelles telles que les inondations, entraînant chaque année des dommages sur les infrastructures et obligeant à procéder au recasement des victimes, comme ce fut le cas des inondations de 2012. Pour sa part, le représentant résident de la Banque mondiale au Niger se dit heureux et honoré de participer au lancement du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain avant de féliciter tous ceux qui ont apporté leur contribution à la réalisation de ce projet. Je voudrais aussi présenter ces félicitations à l'ensemble des services des administrations qui n'ont ménagé aucun effort pour contribuer justement à la formulation de cet important projet. Il faut le dire, le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain est incontestablement un projet transversal, en ce sens qu'il repose sur la collaboration de 14 institutions à travers 7 ministères. Une grande partie de la mise en œuvre du projet sera décentralisée, pour ne pas dire déconcentrée, au niveau de 4 régions du pays, en particulier Niamey, Tillabéri, Dosso et Difa. Procédant à l'ouverture des travaux de lancement du projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, Amadou Boubacar Sissé n'a pas manqué de donner l'objectif de ce projet. Ce projet s'inscrit résolument dans le programme de renaissance du président de la République, s'intègre harmonieusement dans le cadre du plan de développement économique et social 2012-2015 et de l'initiative 3N, à travers son axe stratégique numéro 3, amélioration de la résilience des populations face aux changements climatiques, crises et catastrophes. Le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain interviendra dans les régions de Difa, Dosso, Niamey et Tillabéri et contribuera à réduire significativement la vulnérabilité des populations exposées au risque d'inondation par une approche multisectorielle intégrée, ciblant en priorité les zones qui ont été les plus touchées par les inondations de 2012. C'est-à-dire que désormais les risques liés aux catastrophes dans la planification urbaine et dans le dimensionnement des infrastructures seront mieux pris en charge grâce à l'approche innovante prévue dans le présent projet. Sur ce journal, les travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et culturel CESOC au titre de l'année 2014 se poursuivent normalement au Palais de Congrès de Niamey. Faisons tout de suite le point de ces travaux avec notre reporter Murtala Zoubeir. Présenter les différents rapports ainsi que les activités de l'intersession du Comité économique, social et culturel CESOC. Voilà entre autres les points abordés au cours des travaux de cette deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014 du CESOC après la tenue du colloque international sur la protection sociale. Depuis hier, après le colloque, on a repris. On a fait les présentations sur les activités du CESOC en intersession. Vous savez, en intersession, il y a plusieurs comités qui ont travaillé. Donc hier, ces comités ont fait la présentation de leurs différents rapports. Il y a aussi plusieurs missions qui ont été effectuées. Il y a même
signataires de conventions avec le Gabon. Donc tout ce qui a été fait en intercession a été présenté. On a profité de la journée d'hier pour les présenter. Donc à part maintenant, après la formation, on avait prévu d'écouter des communications des différents ministères. Donc à partir de ces auditions, on va identifier des thèmes qui seront discutés en travaux de commission. Et les ministères on a cherché à les écouter sur des thèmes d'actualité. Par exemple, le ministère de l'Éducation nationale, c'est la rentrée scolaire. À partir de ces auditions, on va identifier les différents thèmes et on va formuler des recommandations qui seront présentées à la plénière. On va reprendre à la plénière après les travaux de commission. Il s'est agi également pour les conseillers du CESOC de se pencher sur les défis du secteur de l'agriculture ainsi que de l'élevage. Le ministère de l'Agriculture sur la proposition de loi d'orientation agricole et la campagne agricole, le ministère de l'élevage sur la campagne pastorale et aussi sur les différents décrets de la loi pastorale qui a été adoptée depuis 2010. Il y a aussi le ministère des Finances qui sera convié aussi pour une communication sur les différentes ordonnances qui ont été prises depuis 2010 pour permettre à la Bagri de donner des crédits préférentiels pour les producteurs agricoles et pour les éleveurs. Cette session ordinaire qui va s'étaler jusqu'au 1er octobre va permettre aux conseillers de toucher plusieurs points sensibles pour le développement socio-économique du Niger. Ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey des travaux d'un atelier dit de restitution des résultats de l'évaluation à mi-parcours du PDES 2011-2015. Un atelier organisé par le ministère en charge de la santé publique, nous dira dans ce reportage Alimatou Abdou. Évaluer les performances enregistrées dans la mise en œuvre du PDES 2011-2015, c'est l'objectif de cet atelier national dit de restitution des résultats de l'évaluation à mi-parcours du plan de développement sanitaire 2011-2015, mis en œuvre pour contribuer à l'amélioration de la santé de la population conformément aux objectifs du millénaire pour le développement relatif au secteur de la santé. Les résultats présentés permettront, entre autres, d'apprécier dans quelle mesure les objectifs et stratégies retenus dans le PDS ont permis de résoudre les problèmes prioritaires du secteur de la santé, d'apprécier les degrés de mise en œuvre de la décentralisation des responsabilités et des ressources vers les niveaux déconcentrés, savoir région, département, commune, pour la mise en œuvre des activités programmées, d'apprécier les degrés de mobilisation des appuis techniques et financiers de l'État, des PTF et des collectivités pour la mise en œuvre des actions programmées et l'atteinte des objectifs et des résultats, d'apprécier les degrés de mise en œuvre du compact, d'apprécier les degrés de mise en œuvre des réformes inscrites dans le PDS 2011-2015, d'identifier les difficultés, les goulots d'étranglement, les atouts, les contraintes et les menaces rencontrées dans la mise en œuvre pour chacune des composantes et pour chaque objectif du PDS. Apprécier les degrés de satisfaction des bénéficiaires, les usagers et l'opinion des prestataires de soins, des gestionnaires des services de santé, des comités de gestion et des comités de santé. Apprécier les niveaux de collaboration entre le ministère de la Santé publique et le secteur privé dans la mise en œuvre du PDS. Formuler des recommandations appropriées pour améliorer l'exécution de la phase suivante de la mise en œuvre du PDS. Occasion saisie pour Ahmed Assalia de réaffirmer l'engagement des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé à accompagner le ministère de la Santé avant de souhaiter que les résultats soient plus approfondis par niveau et que les réflexions se penchent sur les résultats externes. Le TF souhaite que les résultats d'évaluation qui vont nous être soumis bénéficient d'une analyse très approfondie par niveau de soins, par milieu, par région et par acteur de mise en œuvre, chacun dans son rôle, afin de cerner les disparités essentielles permettant de cibler les populations les plus vulnérables, devant bénéficier de plus d'attention de notre part pour plus d'équité. Le PTF souhaite qu'il y ait au cours de l'atelier une réflexion sur l'approche de prise en compte des résultats de l'évaluation externe en cours de finalisation afin d'avoir une analyse plus globale et cohérente des performances du PDS sur tous ces angles.
Cet atelier de 3 jours permettra aux différents acteurs impliqués dans le secteur sanitaire du Niger de faire le bilan de la mise en œuvre du PDS 2011-2015, mais aussi de faire ressortir les faiblesses et les contraintes qui ont un effet négatif sur l'atteinte des objectifs du PDS. Sur le front social, le syndicat des médecins spécialistes observe depuis ce matin une grève dite d'avertissement de 72 heures. Celle-ci est la résultante de la non-satisfaction de certains engagements pris suite au mouvement de grève de 10 jours qu'avait envisagé le dit syndicat. C'était le 29 juin dernier, n'est-ce pas, Ima Seydou? Cette grève d'avertissement de 72 heures entamée par le syndicat des médecins spécialistes fait suite à la non-satisfaction des accords signés par le dit syndicat et le comité mis en place pour la circonstance par le Premier ministre qui s'est saisi du dossier. Le secrétaire général du syndicat des médecins spécialistes rappelle les clauses qui les avaient amenés à surseoir à leur grève de 10 jours du 29 juin 2014. Cette grève, c'est la conséquence de l'échec de ce qui s'est arrangé depuis juin dernier. Vous vous souvenez, en mai, on a lancé une série de grèves pour que justice soit faite à l'endroit des médecins spécialistes qui, après 5 à 6 années de formation, après le doctorat, ne reçoivent aucune rémunération. Il était question d'instituer une prime de spécialisation et de rendre réels les échelons de bonification. C'est dans ce cadre, pour apaiser le climat, que le Premier ministre a demandé à nous rencontrer le 29 juin. Et au cours de cette rencontre, il s'était engagé à s'attaquer à cette question et il nous a demandé à l'époque de lui faire confiance et de surseoir à notre grève, surtout qu'on était au cours du mois béni du Ramadan, pour alléger la souffrance des paisibles citoyens. Et là, on a remonté l'information aux camarades. La décision a été difficile, mais ils ont accepté de lui faire confiance. Ils ont accepté de s'asseoir à la grève dans l'espoir que la question sera réglée dans les meilleurs délais. Le syndicat des médecins spécialistes s'est dit surpris de constater que le consensus auquel ils étaient parvenus concernant certains points de leur plateforme revendicative soit maintenant remis en cause. Selon le secrétaire général, le syndicat a maintes fois tenté de rencontrer le Premier ministre, mais en vain. Après maintes propositions, on a fait, on a défait, on a fait, on a refait, eh bien, on a trouvé une proposition consensuelle. Bien que ça ne répondait pas à l'aspiration des camarades spécialistes, on était obligé de l'accepter dans un souci d'apaisement et de sortie de crise. Eh bien, les représentants du Premier ministre lui ont fait le compte-rendu de la proposition retenue par le comité. Et ceux-ci nous ont fait le feedback, ils nous ont dit, bon, ils ont fait le compte-rendu au Premier ministre. Eh bien, maintenant, pour la question de la prime de spécialisation, c'est fini, c'est réglé. Le dossier va continuer son évolution vers le conseil de cabinet pour adoption. Et que tout ce qui restait, c'était la question des échelons de bonification. Et là, comme ce sont des textes, il faut prendre l'avis du ministère de la fonction publique. C'est ainsi que le ministère de la fonction publique, le ministère de la Santé, la primature et nous-mêmes, syndicats, on s'est retrouvés pour travailler. Et la réponse de la fonction publique était que les échelons ne sont pas accessibles tant que le statut général de la fonction publique n'est pas modifié. Donc on a dit, ce n'est pas un problème. Comme la modification ne peut qu'intervenir en cours des travaux de l'Assemblée nationale, eh bien, on a demandé au Premier ministre de faire tout pour que la question de la prime sur laquelle on a eu un consensus, que le décret soit pris, le décret instituant la prime de spécialisation. Et nous allons attendre pour ce qui est des échelons de bonification jusqu'à ce que l'Assemblée nationale se réunisse en session ordinaire pour examiner la question. Le syndicat des médecins spécialistes entend passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait à l'issue de ces 72 heures de grève d'avertissement. La santé étant un secteur clé, les deux parties se doivent de trouver un terrain d'entente afin de mettre à l'abri les paisibles citoyens de ces débrayages aux conséquences incalculables. Autre fait de l'actualité nationale avec la déventure du gouvernorat de la région de Dosso qui a servi de cadre hier au lancement des festivités entrant dans le cadre de la 8e édition du camp national des jeunes prévu se tenir du 21 au 27 septembre prochain. Cette 8e édition vise à redynamiser les structures des jeunes en vue d'une meilleure contribution
aux festivités de la fête du 18 décembre qui se tiendra, vous le savez, cette année à Dosso. Abdraman Aoussi. Outiller les oulémas afin qu'ils puissent sensibiliser à leur... Sous-tendre les actions de grande envergure des autorités de la 7e République à travers l'un des programmes ambitieux du programme du président de la République, Issoufou Mahamadou dans Dosso Soga, c'est la vocation fondamentale de cette 8e édition du camp national de la jeunesse qui se tient dans la commune urbaine de Dosso du 21 au 27 septembre prochain. Ils sont environ 500 jeunes venus des différents horizons de notre pays pour aider la population de Dosso dans des travaux d'intérêt public. En prononçant le mot de bienvenue, le maire de la commune urbaine de Dosso a vivement remercié le président de la République et les autorités actuelles pour leur effort sans précédent à moderniser la ville de Dosso. Le président du conseil régional a dans son discours appelé la population de Dosso à emboîter le pas à ces jeunes pour donner à Dosso le visage qu'elle mérite. Le président du conseil régional de la jeunesse a affirmé que cette rencontre est un cadre idéal d'échange et d'épanouissement entre jeunes de notre pays. Le meilleur investissement qu'un État puisse faire est d'investir dans sa jeunesse et surtout dans un pays comme le Niger où plus de 115% de la population a moins de 35 ans. Chers jeunes, je vous demande à toutes et à tous de respecter rigoureusement les consignes qui vous seront données et d'être obéissant vis-à-vis des encadrants afin que ce camp soit une très grande réussite à l'image de multiples actions. Permettez-moi pour terminer de rendre un hommage mérité aux membres du comité d'organisation, aux autorités administratives et coutumières de la région de Dosso, au conseil régional de la jeunesse de Dosso et à tous les partenaires qui ont soutenu l'organisation de cette 8e édition du camp national des jeunes. Le gouverneur de la région de Dosso a dans son discours mis l'accent sur la place de choix qu'occupe la jeunesse dans le programme du président de la République. Dans son discours à cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports a affirmé que cette rencontre entre jeunes témoigne de leur attachement à l'unité nationale. Plus de 400 jeunes nigériennes et nigériens sont réunis à Dosso pour débattre des problématiques de la jeunesse, partager leur expérience et avancer ensemble dans un élan de solidarité et de fraternité vers un destin commun, celui d'un Niger de renouveau à la hauteur de leurs attentes et de nos espérances. C'est aussi une occasion de contribuer aussi modestement soit-il au chantier entrant dans le cadre des préparatifs de la fête, plutôt de la proclamation de la République du Niger du 18 décembre 2014. En prononçant le discours d'ouverture de cette cérémonie, le ministre d'État à la présidence, qui est en visite de 48 heures à Dosso sur les chantiers du 18 décembre, a dit que l'année 2014 est l'année de Dosso, car elle est la région phare qui est sous le feu de l'actualité dans notre pays. Par la grâce de Dieu et par la volonté des autorités de la 7e République, Dosso a été mise en exergue pour 2014, en ce sens que c'est la région phare désormais qui est sous les feux de l'actualité. Dosso bénéficiera, Inch'Allah, d'ici peu, de l'arrivée de la ligne du chemin de fer, qui est un programme qui tient à cœur l'ensemble de la communauté nationale et même internationale. Et contrairement aux appréhensions des uns et des autres, nous sommes optimistes pour que la première gare de la République du Niger soit fonctionnelle à Dosso le 18 décembre 2014. La jeunesse est sans doute le levier de tout développement et surtout dans notre pays où elle représente plus de 70% de la population. Pour relever les multiples défis qui assaillent notre nation, une attention particulière doit leur être portée. Sur un tout autre plan, début ce matin au Conseil supérieur de la communication des assises de la première session ordinaire du dit Conseil au titre du mois de septembre 2014, une session qui porte à son ordre du jour l'examen du plan stratégique 2014-2019 du CSE. Omar Hamma.
À l'ordre du jour de cette session du CSC de ce mois de septembre, le bilan de la visite effectuée dans les différents organes de presse de l'intérieur du pays ainsi que l'examen du plan stratégique 2014-2019 du Conseil supérieur de la communication concernant la visite entreprise du 1er au 16 septembre dernier, elle aura permis au CSC de s'enquérir des conditions de travail du personnel des organes de l'intérieur du pays. Les délégations du CSC ont expliqué aux responsables des médias visités l'objet de la démarche du Conseil supérieur de la communication. Les membres de ces délégations ont notamment insisté sur la mission de service public dévolue aux médias par la Constitution du 25 novembre 2010. Les missions ont également rappelé aux responsables des médias et aux journalistes les dispositions de l'ordonnance 93-31 du 30 mars 1993 portant sur la communication audiovisuelle relative au cahier de charges des médias. Quant au plan stratégique 2014-2019, les membres de l'organe régulateur des médias au Niger l'examineront afin de dégager les avantages. Ce nouvel outil de gestion, de communication et de dialogue a entre autres avantages de définir une vision du Conseil supérieur de la communication, de confirmer la mission du Conseil supérieur de la communication, de définir les axes et les objectifs stratégiques du Conseil supérieur de la communication avant d'en dégager les actions prioritaires. C'est le lieu de lancer un appel pressant aux conseillers pour relever ensemble le défi de réussir notre noble et exaltante mission, celle de réguler en toute indépendance et dans l'équité. D'autres points aussi importants que les précédents seront également débattus afin de permettre au CSC de jouer pleinement son rôle. Clôture hier à l'IPDR de Kolo des travaux de l'atelier de formation des oulémas prêcheurs sur les modules thématiques Jar et Islam. Et c'est le directeur de cabinet représentant la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant qui a présidé la cérémonie de clôture. Al-Mokhtar Keni. Outiller les oulémas afin qu'ils puissent sensibiliser à leur tour les populations nigériennes des milieux urbains et ruraux sur les préoccupations relatives à des droits humains au Niger en conformité aux préceptes de l'islam. Voilà l'exercice auquel 2 semaines durant, les formateurs de cet atelier se sont livrés. Au terme des travaux, les participants ont formulé plusieurs motions de remerciement et de recommandations. Les participants à l'atelier de renforcement des capacités des oulémas prêcheurs tenu du 8 au 21 septembre 2014 à Kolo adressent leurs sincères remerciements au ministère de la Population, de la Protection de la Femme, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant pour la bonne organisation du dit atelier, à l'INFPI pour les actions multiformes en faveur de la promotion des droits humains en général et en particulier pour le financement du présent atelier. Recommandation. Les oulémas ayant participé à l'atelier de renforcement des capacités en Jar et Islam, tenu du 8 au 21 septembre 2014 à Kolo, recommande au ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, prendre en compte les propositions de solutions aux problèmes abordés lors de l'atelier. Les participants ont également, dans une synthèse, donné réponse à plusieurs questions qui leur avaient été posées par la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Première question. Quelle est la position de l'islam par rapport aux questions du genre? Par rapport aux questions du genre, l'islam ne reconnaît pas le genre sous l'angle de l'égalité entre l'homme et la femme, mais reconnaît l'équité entre l'homme et la femme. Deuxième question. Comment l'islam aborde-t-il le genre? Il aborde l'équité entre l'homme et la femme en mettant l'accent sur les questions de droit. Ainsi, le Coran prévoit des droits et devoirs à l'homme et à la femme. En voici quelques exemples de droits communs. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au respect, le droit de prétendre à l'héritage. Ici, l'islam spécifie très clairement la méthode selon laquelle l'héritage est partagé.
La règle générale est que la femme a droit d'hériter la moitié d'une part léguée à l'homme, tout simplement parce que les hommes ont la charge du soutien des femmes, enfants et leurs familles. Donc, leurs dépenses obligatoires et nécessaires sont plus élevées que celles des femmes. Dans ce cas, la moitié d'une part que la femme hérite peut être considérée comme généreuse car elle lui appartient personnellement. Tout argent, propriété ou entreprise que la femme possède lui appartient entièrement et le mari n'y a aucun droit. En plus, il y a des cas où la femme hérite d'une part égale à celle de l'homme. Parmi tant de cas, le cas de Kalala. Ici, c'est quand un homme ou une femme meurt sans parents ni enfants. Ses frères et sœurs héritent équitablement chacun 1/6 de ses biens. Le directeur de cabinet du ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, représentant la ministre, a dans son discours de clôture salué le travail abattu. Vos travaux se sont focalisés sur la position authentique des textes coraniques, sur les droits humains en général et les droits de la femme en particulier. Nous avons compris que ces thèmes ont été largement discutés et éclaircis par des formateurs professionnels sur la base des références des versets coraniques, de la jurisprudence islamique et des hadiths authentiques. C'est le lieu de vous dire un grand merci et saluer l'abnégation des formateurs pour le travail abattu. Les connaissances acquises par les oulémas seront sans nul doute partagées à travers des prêches avec les populations afin d'aboutir à un changement de comportement en faveur des droits humains au Niger en conformité aux préceptes de l'islam. Autre aspect de ce journal, fin hier au centre culturel Umaru Ganda de Niamey des assises du 5e congrès statutaire ordinaire du parti Union des forces populaires pour la démocratie et le progrès, UDFP Sawaba. À l'issue de ces assises, les congressistes ont renouvelé leur confiance au sieur Munkaila Sanda, président du comité exécutif national investi pour un nouveau mandat de 3 ans. Seyni Maïkido Jibril. Après 2 jours d'intenses travaux sur le thème Unité, Cohésion et Solidarité, le 5e congrès statutaire du parti Union des forces populaires pour la démocratie et le progrès, UDFP Soaba, est arrivé à son point d'orgue avec des pertinentes résolutions. Recommandations relatives à la mobilisation des ressources. Le 5e congrès statutaire de l'IDFP Soaba tenu à Niamey du 20 au 21 septembre 2014 lance un appel aux militants à tous les niveaux pour s'acquitter de leurs cotisations, gage de leur engagement. Le congrès. Le 5e congrès statutaire de l'IDFP Soaba, tenu à Niamey du 20 au 21 septembre 2014, engage le comité exécutif à explorer toutes les voies et moyens pour la mobilisation des ressources, tant internes qu'externes. Le congrès. Le 5e congrès statutaire de l'IDFP Soaba, tenu à Niamey du 20 au 21 septembre 2014, recommande au comité exécutif de prendre toutes les dispositions pour rendre les cérémonies anniversaires rotatives. Agadez, Difa, Dosso, Tawa, Maradi, Tilaberi, Niamey et Zander, notamment sur les lieux des martyrs. Le congrès. Le 5e congrès statutaire de l'IDFP Soaba, tenu à Niamey du 20 au 21 septembre 2014, recommande au comité exécutif d'entreprendre autant que faire se peut de tourner à l'intérieur du pays. Le congrès. Résolution spécifique. Le 5e congrès statutaire de l'IDFP Soaba, tenu à Niamey du 20 au 21 septembre 2014, engage le comité exécutif à faire aboutir les accords dimanche signés courant janvier. À l'issue des travaux, les militants ont réitéré leur confiance en Munkaila Sanda, président du comité exécutif national. L'UDFP Soaba dispose à présent d'un cadre dans lequel militants et sympathisants peuvent se retrouver pour construire ensemble l'avenir. Ce bureau, dont j'ai la charge de conduire, vous en sait gré et s'engage dès aujourd'hui à œuvrer pour mettre en œuvre
les résolutions que nous venons de prendre ensemble au cours de ce congrès. Ce cadre, c'est toute la somme d'expériences, aussi bien syndicales que politiques, à conjuguer pour le bien-être des populations nigériennes. Ce cadre, c'est la lutte constante du SOABA pour un Niger uni, véritablement indépendant, dans une Afrique libre et rayonnante. Ce cadre, c'est tout simplement l'avènement d'un Nigérien de type nouveau, parce qu'affranchi de tous les avatars qui freinent le progrès économique, social et culturel. L'honneur et la dignité de l'homme nigérien nécessitent ce combat. Le SOABA s'y engage résolument. Élu pour un mandat de 3 ans, le nouveau comité exécutif national du parti UDFP-SOABA aura la lourde tâche de redynamiser les structures du parti afin qu'il puisse retrouver ses lettres de noblesse sur l'échiquier politique national. Dernier aspect de ce journal, la deuxième édition de la foire du bélier de Loga dans la région de Dosso a officiellement débuté samedi sous la présidence du gouverneur de la dite région. Appuyé par le projet PAC-RC, la dite action a permis la création d'un grand marché à bétail dans lequel une vingtaine de béliers est mise en compétition. Les explications dans cette correspondance de Séniaï. Initiée par quelques chefs traditionnels du canton de Loga, la foire du bélier a vu le jour grâce à la détermination du préfet de Loga à l'époque, Mora Hassan Dikoubou, en 2013, pour pallier à une difficile condition de vie des populations du département. Cette deuxième édition, qui se tient sous l'appui du projet Programme d'action communautaire pour la résilience climatique PAC-RC et sous la présidence du gouverneur de la région de Dosso, a vu la présence de plusieurs députés nationaux, des cadres du ministère de l'élevage et des chefs coutumiers du département. La foire, qui a enregistré une centaine de têtes de béliers pour la vente et une vingtaine enregistrées pour la compétition, s'est mis pour critère le poids de l'animal, l'âge, la race et sa taille. Ainsi, le jury a eu des difficultés dans le choix devant l'effort qu'ont fourni ses éleveurs pour faire des moutons un taurion pas des moindres. De par les critères, le bélier numéro 26 de El Hadji Aliou Oumarou de Tombobana s'en sort avec le premier prix, emportant 200 000 francs et 19 sacs d'aliments bétail, suivi de Souley Moussa de Bakir Tombo avec 150 000 francs et 14 sacs d'aliments bétail, Boube Koba de Bakir Tombo avec 100 000 francs et 9 sacs d'aliments bétail. En quatrième position, Mahmoud Oumarou de Tombobana avec son 15 000 francs et 6 sacs d'aliments bétail. Enfin, cette cérémonie vient donner raison au chef de canton de Loga, Gobokoy Boubacar Tassam, qui dit, je cite, « Avec seulement l'élevage et des routes praticables, nous pouvons nous autosuffire jusqu'à appuyer toute la région. » Voilà, et c'est sur cette note d'information en provenance de la région de Koy que se referme ce journal. Vous l'avez compris, essentiellement consacré à l'actualité nationale. Merci à vous de l'avoir suivi et au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à vous le présenter, je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie des programmes de l'H24. Au revoir.